Bonjour à tous. Alors, moi je suis venu pour introduire la question du métabolisme, vous expliquer ce que veut dire ce mot, ce qu'il permet de faire, le genre de diagnostic qu'il permet de produire dans le milieu urbain et un certain nombre de conclusions et de choses qu'il nous apprend. Je vais présenter, il faut que je tienne en 20 minutes, donc en fait je vais être sûrement un peu rapide sur des choses, je ne vais vraiment pas rentrer dans tous les détails et on en parle après si vous voulez. Enfin, je suis venu donc surtout présenter 3 idées. Alors comme je vous ai dit, d'abord, qu'est-ce que le métabolisme, donc en termes de recherche, sur 2 échelles. Je vais vous parler de 2 échelles. Il y a une échelle territoriale, un peu large, type région, voilà, ce genre d'échelle, et l'échelle du projet d'urbanisme. Voilà, pour nous rapprocher, mon but c'est vraiment de nous rapprocher un peu des questions d'urbanisme un peu classiques, quoi, voilà, qu'on peut rencontrer. À partir de ce propos, je vais amorcer un petit détour par le sol urbain, parce que je pense qu'on verra que les deux sont assez liés, donc les résultats du métabolisme et certaines choses sur qu'est-ce que le sol urbain et sa morphologie. Et enfin, c'est une sorte de conclusion, ce sont quelques diapositives où j'essaie de regrouper en fait une vision un peu spatiale et temporelle des flux de matière liés à la construction et à la déconstruction de la ville, pour que vous voyez un peu les grands volumes qui sont en jeu. Et voilà. Donc et une autre dernier petit point, ce sera une partie de ce que démontre le métabolisme, c'est la notion de matériaux, c'est comment on construit la ville, et notamment qu'il faut sûrement développer de nouvelles façons de produire ces matériaux qui permettent de construire la ville. Voilà. Donc j'attaque sur le métabolisme urbain. Alors c'est une idée qui est pas récente, elle est assez simple comme idée, donc c'est pour ça qu'elle date, on peut vraiment trouver des racines bien dans le 19e siècle, mi-19e siècle. On trouve même l'idée de métabolisme chez Marx, notamment dans l'analyse économique, parce que les questions un peu à l'époque c'est de comprendre comment l'économie par exemple interagit avec la nature. Donc on est vraiment dans des notions de réflexion entre l'économie et la philosophie. Bon. Donc ça apparaît un peu dans ce contexte mi-19e siècle, l'idée, le mot. Ensuite on a quelques ouvrages qui paraissent fin 19e siècle, notamment sur la consommation des villes, c'est-à-dire comment se comportent les villes. On peut repenser dans ce registre au début du 19e siècle à Paris, où on a tout un tas de données qui sont produites sur combien consomme Paris chaque année en litres de vin, en moellons pour construire, etc., liées à la mesure par notamment les douanes urbaines. Voilà, donc on a des notions de qu'est-ce qu'une ville consomme pour fonctionner. Après on a cette discipline, on va dire, cette sous-discipline des études urbaines, a un regain d'intérêt dans les années 60-70, notamment pour comprendre certains effets on va dire d'une forme d'apogée de l'industrialisation, où en fait on a quand même pas mal de critiques qui commencent à naître sur le contexte de l'écologie urbaine, voilà. Et donc dans cette approche un peu critique, on essaie de recomprendre un peu comment une ville fonctionne du point de vue matériel. Et donc on a notamment ce graphisme là que je vous ai mis qui est assez innovant pour l'époque. Enfin, voilà, qui innove notamment parce qu'il il projette un peu sur un graphisme unifié, là, une feuille de papier, un peu tous ces flux urbains. Donc ça, c'est produit à Bruxelles, sur Bruxelles dans les années 70 par Paul Duvigneau, qui est assez connu notamment pour ce graphisme-là. Donc vous voyez, c'est quelque chose un peu compliqué quand même, hein, mais c'est graphique et vraiment on a cette idée de comprendre le système socio-économique urbain, c'est comme ça qu'on peut l'appeler. Qu'est-ce qu'il produit comme flux et comment il interagit avec ce qui l'entoure. Voilà. Et après, donc, je viens sur la période plus récente. Là, ces dernières années, on va dire ces 20 dernières années, là où il y a une sorte de renouvellement un peu de l'approche, c'est qu'il y a notamment de plus en plus de statistiques. Tout ça, ça va avec l'informatisation, la production de données assez globale sur les villes. Les SIG, des choses comme ça, voilà. Et donc en fait, on a des méthodes statistiques qui ont permis de produire une méthode un peu systémique pour catégoriser un territoire. C'est ce graphisme-là. Il est un peu aride, hein, mais je vous l'explique très vite, quoi. Ça, c'est ce qui rentre en termes de flux de matière, et ça, c'est ce qui sort de ce territoire pour qu'il fonctionne. Le territoire, en fait, c'est un système socio-économique posé sur un espace qu'on peut considérer comme naturel. Donc, vous voyez, c'est un schéma assez simple. Donc, ça, ce sont tous les artefacts nécessaires à
aux activités, quoi, que ce soit l'habitat, le travail, l'économie, tout, quoi, enfin tout ce qui peut être matériel pour fonctionner. Et voilà, donc on a des matières qui rentrent, des matières qui sortent, on a un peu de recyclage, ça veut dire que la matière reste dans le système et resserre, donc c'est l'idée du recyclage. Ça c'est l'addition au stock, c'est que notamment si on construit des nouveaux logements, enfin on va additionner de la matière au stock qui rentre, qui est vendu, acheté, enfin qui est dans le système socio-économique. Voilà cette idée très simple, on peut avoir des visions un peu spatiales. Ça, c'est une étude en fait qui a produit notamment la dépendance de la métropole lyonnaise vis-à-vis des départements qui l'entourent, voilà, en termes d'alimentation. Ça, c'est un autre type de graphisme, mais qui se rapproche de cela. Donc, vous voyez, donc c'est des graphismes un peu statistiques, mais l'idée est là. D'autres types, alors voilà, le métabolisme, on peut s'intéresser à la matière, on peut s'intéresser à l'énergie aussi. Voilà, donc c'est l'autre grande branche de une étude matérielle de l'économie, l'énergie et la matière. Ça, c'est une étude sur l'énergie temporelle, par exemple. On peut utiliser ça sur une année, on peut utiliser ça sur un siècle ou 2 siècles. Voilà. Donc là, on voit par exemple que Paris s'approvisionnait en bois dans les départements assez proches de lui, dans le bassin parisien en 1800, et là, en 2006, on s'approvisionne largement en uranium au Canada et au Niger, voilà, pour faire tourner les réacteurs. Voilà, donc un très rapide état de l'art pour vous montrer un petit peu comment ça marche. Au niveau des échelles, maintenant, là c'est une étude par exemple qui a été faite sur la France. Donc on peut étudier, vous voyez, donc cette dépendance un peu aux données statistiques, elle engendre des choses sur les échelles. Là, on peut s'intéresser à un pays, on peut s'intéresser à une région, mais dès qu'on est un peu plus petit, on commence à avoir du mal à avoir toutes les stats. Département, c'est compliqué, commune, n'en parlons pas, et encore plus petit, c'est difficile. Donc c'est une méthode qui a été relativement, on va dire, appliquée à des échelles assez larges de territoires un peu costauds, type région. L'espace urbain maintenant, voilà, c'est là où je voulais en venir. Là, on a une étude dans les années 2000 de Sabine Barle qui a étudié le métabolisme de 3 échelles, Paris, la Petite Couronne, l'Île-de-France. Voilà. Là, je vous ai fait un petit graphisme qui se sert des données produites à l'échelle de l'Île-de-France. Là, j'ai changé un petit peu les graphismes pour que ce soit un peu, je sais pas, il me semblait que c'était un peu plus intuitif comme ça. Voilà, on a notre système socio-économique. Il est posé, posé sur l'espace. On a un certain nombre de flux qui rentrent, qu'on décline en quelques catégories, mais des catégories un peu larges. En fait, on ne fait pas des grands tableaux immenses, et des catégories physiques. Là, on a les minéraux extraits, la biomasse, les importations. Ça, c'est tout ce qui est le commerce, c'est tout ce qui rentre sous forme marchande. Et ça, c'est le dioxygène, voilà, qu'on brûle. Voilà. Donc tout ça, ça forme une grande entrée de matière, une sortie de matière, et voilà. Et là, on a par exemple les décharges. Voilà. Donc ça, c'est un des grands intérêts du métabolisme, c'est que contrairement à un certain nombre d'études économiques, il se concentre donc sur la matière, et par exemple, il met en exergue notamment l'extraction de matière, l'extraction de minéraux par exemple, et les matières mises en décharge. Voilà, ce qu'on trouvera très difficilement dans un tableau économique. Là, pour vous montrer, pour amorcer la suite du propos, un des résultats intéressants donc, obtenus dans les années 2000 par ces études-là, c'est que si on va dans le secteur des matériaux liés à la construction, à la déconstruction de la ville, on a, pour l'Île-de-France, on est toujours en Île-de-France, tous les minéraux extraits de l'Île-de-France servent à produire du béton, en fait, voilà. Donc en fait, on a les minéraux extraits 17 millions de tonnes, là on a 17 millions de tonnes aussi. Donc en fait, les flux, la part de la construction de la ville dans l'extraction de matière du système naturel, elle est de 80%. Il y a aussi la biomasse, ça va être l'agriculture, les arbres, voilà, sylviculture. Bon. Et pareil pour la décharge, on a le BTP, donc construction-déconstruction, on a 17 millions de tonnes sur 20 millions de tonnes. Donc en fait, c'est un gros morceau du problème. À l'échelle d'un territoire, voilà, donc plutôt c'est en lien aussi avec l'économie directe, c'est-à-dire le type d'industrie qu'on a. Nous, enfin en Île-de-France, il n'y a plus beaucoup d'industries il n'y a plus que le BTP en fait, qui extrait directement ces minéraux. Les autres, ils extraient ailleurs. Après, il y a un système de commerce qui amène la matière. Voilà. Voilà. Donc ça montre que l'urbanisme, on veut dire, est un énorme morceau de ces éventuels problèmes matériels. Là, c'est très rapidement ces évolutions, là c'est très vite, mais c'est pour vous dire que ça augmente. En fait, ça augmente beaucoup. Dans les années 2000 à 2020, on est plutôt en phase d'accélération.
C'est-à-dire qu'on consomme de plus en plus de granulats, on rejette de plus en plus de décharges avec l'urbanisation. Voilà, et ça c'est une définition un peu année 2010, c'est exactement ce que je vous ai dit, mais c'est pour montrer que ça a été quand même un concept qui est formalisé, voilà, donc c'est notamment consommation, transformation de l'énergie et des matières pour le fonctionnement des territoires. Voilà, donc c'est ce que je vous ai dit. Donc là je vous montre une petite recherche qui vient nous rapprocher un petit peu du projet d'urbanisme. Alors justement, vu qu'on s'aperçoit que construire la ville, ça consomme beaucoup de matières directement extraites du territoire proche, on peut chercher à savoir, quand on fait un gros projet d'urbanisme, parce qu'il y en a quand même beaucoup en ce moment, qu'est-ce que ça veut dire en termes de matière. Voilà. Donc là, c'est quelques petits résultats que je vous montre d'une étude qui visait justement à ça. Où on est dans la ZAC des Ardoines. En fait, ça c'est un morceau de l'opération d'intérêt national Seine-Amont. Donc les opérations internationales, c'est quand l'État fait l'urbanisme directement. Donc, dans les années 2000, il y a 3 grosses OIN qui ont été lancées. C'était un peu, ça allait avec le Grand Paris, Seine-Aval, Seine-Amont et Saclay. Là, on est dans Seine-Amont, donc on va s'intéresser à des ZAC. Donc après, l'État décide de faire des zones d'aménagement concerté, exactement. Voilà, donc voilà, là on a 2 ZAC, et donc l'étude consiste à voir qu'est-ce que cette urbanisation et ce projet de ZAC et ce que l'urbaniste donc a dessiné pour la ZAC engendrera en termes de flux de matière. Là c'est un petit paysage de la zone. Alors c'est juste pour vous dire que c'est une ancienne zone industrielle dans une anse de la Seine. Donc justement, zone très industrielle tout le XXe siècle et qu'on va transformer progressivement en logement et bureaux. Voilà. Donc là c'est sur la méthode, mais je ne m'éternise pas du tout là-dessus, mais en gros il faut transformer les plans d'urbanisme de la ZAC en quantité de matière et essayer d'identifier la quantité de matière qu'il y avait déjà dessus. Encore là on est toujours dans le Grand Paris, mais le Grand Paris, vous savez, il y a le grand métro Grand Paris Express qui est en cours de construction. Et donc c'est des grands tunneliers comme ça qui extraient massivement de la terre du sous-sol pour faire les tunnels, et donc c'est également des très grandes quantités de matière. Et il y a un tunnelier qui est dans cette zone, alors voilà. Donc ça ferait partie du bilan de matière des 10 prochaines années, on va dire. Ça c'est le résultat, je vous le montre donc rapidement les résultats de l'étude. Alors ces résultats diraient que dans le bâti, ce qui est déjà sur la zone, c'est intéressant, c'est l'urbanisme qui fait du renouvellement urbain. Voilà, il faut le préciser quand même, parce qu'il y a beaucoup d'urbanisme qui se fait encore en terrain vierge. Mais là, c'est intéressant, c'est novateur parce qu'on fait du renouvellement urbain. Donc il y avait déjà de l'urbanisme, on va remplacer la ville par une nouvelle ville. Mais les résultats disent qu'actuellement, il y aurait environ 60 000 tonnes de matière dans du petit bâtiment industriel de 1 ou 2 étages, avec pas mal d'acier, pas mal de béton aussi, et on remplacerait ça par 860 000 tonnes de matière. Voilà. Donc, voilà, actuellement on construit à peu près à 90% en béton. Donc voilà, le bilan de matière il serait comme ça. Donc voilà, ça donne une idée. Recycler par exemple, ça va être compliqué. En tout cas, c'est pas par le recyclage qu'on va créer cette quantité de matière. Donc il va y avoir des importations massives de matière. Voilà. Donc ça c'est un type d'application de l'idée du métabolisme à un projet d'urbanisme. Là, j'amorce juste pour la suite de mon propos, c'est une autre vision de cette étude, c'est en prenant en compte le sol. Et ça, c'est très intéressant. C'est parce que quand on fait de l'urbanisme, on construit des bâtiments, certes, mais il y a aussi d'énormes travaux de terrassement, à peu près dans tous les projets. Donc là, par exemple, je vous dis très rapidement, c'est le stock donc, qu'il y a avant. Donc là, on a le béton et l'acier de tout à l'heure. Ça, c'est ce qui va sortir du Grand Paris Express, c'est ce que le tunnelier va sortir de terre. Et ça, c'est la terre qui est déjà sur place, mais qui est de la terre largement polluée parce qu'on était en zone industrielle. C'est un lieu qui a un passé puissant, donc les terres sont polluées à 98%. Et donc, quand on va construire les sous-sols des immeubles, par exemple, toute cette terre va sortir et elle sera polluée. Donc, il faudra en faire quelque chose. Ça, c'est ce qu'on amène. Alors ça, c'est le béton de tout à l'heure. Et ça, c'est pour faire un projet résilient, on va augmenter le nivellement de la ville en cas d'inondation. Donc ça, c'est de la terre qu'il va falloir ramener. Voilà. Donc là, on peut mieux réfléchir. Enfin, on voit qu'on a un bilan qui est beaucoup plus équilibré entre l'avant et l'après si on prend en compte également la terre en plus du béton. Voilà. Donc là, je vous fais mon petit crochet par le sol. Ça, je pense que c'est intéressant justement pour comprendre un peu ces idées de grands flux de matière liés à la construction, à la déconstruction de la ville. Le sol urbain, là, c'est juste pour cadrer un petit peu la chronologie. Ça, c'est la première carte géologique française. En fait, elle est de 1810, elle est faite autour de Paris, voilà, Cuvier et Bronner. Donc voilà, donc le sol, on s'y intéresse depuis un certain temps, mais c'est pas, en tout cas, pas depuis le Moyen-Âge.
Voilà, donc là c'est un petit point de méthode, mais je ne m'éternise pas. Ça c'est un certain nombre de données qu'on a sur le sol, mais le plus intéressant c'est ça que je voulais vous montrer, c'est la couche du sol urbain, c'est-à-dire que ça on est à l'échelle de Paris. Il faut savoir que le sol a déjà été justement largement remanié, parce que ce processus d'urbanisme que je vous décris, il existe depuis quasiment toujours. Après c'est une question d'échelle et de longueur des flux. Mais pendant là on voit que le sol urbain, ça c'est le sol anthropique sur lequel est construite la ville, c'est-à-dire c'est le sol d'origine anthropique, il n'est pas naturel. Donc on a une couche qui est d'au moins 5-6 mètres dans tout le centre de Paris. C'est la couche archéologique aussi, c'est là qu'on va trouver par exemple le Moyen-Âge, l'Antiquité. Ça, ce sont les zones d'extraction à l'origine de Paris. Donc on a Montmartre, Belleville, Ménilmontant, donc qui ont créé des grands tas de déblais. Voilà. Donc ça, c'est l'image un peu de ce sol existant urbain. Ça, c'est une vision un peu plus large sur la période contemporaine. Donc c'est pour montrer que ce sol bouge sans cesse, et typiquement ça c'est lié au projet d'urbanisme du type ce que je vous ai montré avant. Là par exemple on est à la BNF, donc qui est construite sur une grosse dalle. Donc là on voit une énorme couche en fait anthropique qui est créée là en bord de Seine. Elle est immense, hein, ça fait quasiment tout l'arrondissement. Voilà. Donc c'est assez important de voir que la ville c'est aussi du sol qui est constitué dans un temps assez long. C'est les mêmes choses qu'avant, mais un peu plus graphique. Vous voyez que ça, c'est la période origine 1800, ça, c'est la période contemporaine. Donc on voit une sorte d'éclatement de ces flux de matière. Voilà. Donc c'est comme ça que je voulais conclure. En fait, donc dans le métabolisme, on a vu qu'on a des données un peu statistiques qui apparaissent, qui nous donnent ces tableaux un peu du fonctionnement du territoire. Mais derrière, il y a une morphologie, il ne faut pas l'oublier. C'est-à-dire que ces quantités de matière, elles viennent de quelque part, elles vont quelque part. Et on peut chercher cette morphologie. Donc là, ça, c'est la carte des ZIDI. Alors c'est un truc un peu technique, on n'entend pas tous les jours parler. C'est les installations de stockage des déchets inertes. Alors en fait, c'est tout ce que l'urbanisme produit comme déchets, mais inerte, qui n'est pas dangereux, mais quand même c'est du déchet, donc il faut bien le mettre quelque part. On les met dans des communes limitrophes de Paris. Voilà, donc il y a une entreprise qui s'appelle ECT qui en possède la plupart. Et donc ce sont des grandes monticules en fait qui sont constituées. Donc c'est des grandes, 11 millions de tonnes, c'est beaucoup, hein, ça fait un gros cube. Voilà. Donc là c'est pour montrer à peu près où ils étaient par rapport à la tâche urbaine de Paris. Ça ressemble à ça quand on y va. Voilà. Donc ça c'est une commune vers le Grand, au sud de Paris. Donc c'est quand même pas rien, quoi. C'est des paysages un peu lunaires. Ça, c'est l'autre façon de se débarrasser des déchets, de ce type de déchets urbains qui sont, donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, environ 85% des déchets urbains. C'est les carrières. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a extrait le matériau, la législation permet au carrier de reboucher son trou en fait, avec les déchets de la déconstruction. Voilà. Donc là aussi, on a d'assez grandes emprises en fait, qui sont anthropisées. Voilà. Voilà. Donc là, c'est un petit tableau qui vous donne l'étalement urbain, enfin comment la ville grossit. C'est juste pour vous dire que la part des extractions et des mises en décharge, c'est beaucoup. Ça, c'est une petite étude. Enfin, j'ai trouvé, sur Corinne Landcover. Il faudrait le compléter avec des analyses plus fines, mais ça a l'air d'être à peu près 30%. Donc, vous voyez, donc 30% de l'espace qu'on artificialise, ça serait extraire et mettre des déchets. Donc pareil, c'est des données qu'on n'a pas souvent, mais qui sont quand même assez intéressantes. Et voilà. Et donc là, c'est pour vous donner une idée du type d'idée que ça peut engendrer, ce genre de diagnostic, on va dire, du métabolisme appliqué à une échelle urbaine. C'est un projet, voilà, je fais un peu j'en parle parce que j'y participe, donc j'ai des infos dessus. Et ça consiste à essayer de récupérer les terres d'extraction de l'urbanisme pour créer des matériaux de construction. Voilà. Donc c'est une idée assez simple, assez basique, mais c'est de dire qu'au lieu d'aller extraire des matériaux toujours plus loin, on va essayer de récupérer cette terre, ces déchets sous la forme de terre pour construire des matériaux de construction. Il y a tout un tas d'architectes qui travaillent là-dessus. Voilà, c'est un des derniers slides, c'était pour vous remettre un peu dans tout ce contexte, on est dans un contexte spatial et historique. Donc c'est les cubes. Je me suis amusé à faire des cubes avec cette matière, ces grandes quantités de matière dont je vous ai parlé. Ça, c'est la carte que je vous ai montrée avec ce sol artificiel qui s'est constitué. C'est le rehaussement urbain de Paris, en gros des origines à 1800.
On a un cube voilà, de 228 millions de mètres cubes à peu près, donc sur 1800 ans. Après l'ère industrielle, on a un cube un peu plus gros, donc plutôt de 500 millions de mètres cubes. Et là, les projets du Grand Paris, donc on est en plein dedans, c'est des projets qui sont en train enfin, on entend parler tous les jours. Et c'est des quantités gigantesques en fait, voilà, on parle de... Ça, ce sont les terres extraites avec tous les projets de ZAC, etc., de l'urbanisme. Bon, enfin, on estime, vu les courbes actuelles, qu'on aura environ 200 millions de mètres cubes d'ici 2040. Donc c'est un... Bon, voilà, c'est un cube quand même de 500 mètres de haut. Et la Société du Grand Paris toute seule, elle extrait pour faire ses tunnels environ 20 millions de mètres cubes, ce qui nous fait quand même un cube de 200 mètres de haut, 270 mètres de haut. Voilà. Donc on est plutôt dans une phase d'accélération. Voilà. Et ça, c'est le tout dernier, je vous dis, c'est des données un peu sympas qu'on peut trouver au 19e siècle. Ça, c'est par exemple ce qui est rentré à l'octroi de Paris en termes de matériaux de construction. Donc, voilà, vous voyez, là, par exemple, on est à la période haussmannienne, donc là, le BTP, ça marchait très bien. On était à peu près 1 million de tonnes par an. Voilà, 1 million de mètres cubes. Voilà. Et donc voilà, ça c'est le tout dernier slide. Après, je vous répondrai à vos questions, mais voilà, c'est toujours ces cubes en fait qui donnent un petit peu la notion. Voilà, donc en 2003, Île-de-France, on extrait chaque année un cube comme ça. Une bonne année 19e siècle, on était à peu près un cube comme ça pour construire Paris. Et voilà. Voilà. Et le fameux projet Terre, il en faudrait au moins 100 pour faire un cube comme ça. Voilà. Donc vous voyez, les réponses, les questions qui se posent, on peut essayer de trouver des ordres de grandeur, voilà, et faire des petites prospectives. Voilà. Donc j'espère vous avoir informé. Et puis je laisse la parole. Ouais. Merci. Merci. Moi j'en aurais une quand même. Ouais. C'est l'énergie associée à ces transports. Est-ce qu'on l'a ouais. comptabilisé aussi? Est-ce qu'on sait la compter? Oui, on pourrait. Mais... Parce que ça serait quand même intéressant de savoir aussi chiffrer, en même temps qu'on déplace la matière, qu'est-ce que ça représente en termes d'équivalent CO2 qu'on transporte? Oui, c'est vrai. Ça peut permettre de savoir un peu plus vers quoi on va. Oui, bien sûr. Bah là, en fait, on sort un peu de ce cadre d'analyse un peu topo, historique. Là, on rentrerait plus dans la discipline de tous ceux qui font de l'ACV, analyse du cycle de vie. C'est les gens qui s'amusent à calculer en fait combien de CO2 est contenu dans un mètre cube de granulat ou de béton. Et après, on peut essayer d'optimiser les transports en fonction de ça. Mais c'est un peu tous les chiffres bilan CO2 qu'on trouve sur la plupart des choses actuellement. Ou quand on prend un billet SNCF, enfin je pense que c'est à ça qu'on... C'est lié aux méthodes utilisées, voilà. Et à la stratégie utilisée, parce qu'effectivement, suivant qu'on va réemployer à proximité ou qu'on va faire une exportation plus ou moins lointaine et des importations aussi plus ou moins lointaines, ça va aussi modifier un peu l'idée. Bien sûr. Ouais. Bah, ça c'est la science un peu de la pollution des sols. Enfin, je connais un peu les grands principes, mais en gros la Terre, elle est en fait c'est un aménageur qui aménage sa zone. Lui, il a pour mission de tester, de faire un bilan de pollution de ce qu'il y a. Et en fonction de ce bilan, donc il y a des bureaux d'études qui font ça. On catégorise le niveau de pollution et en fonction, on a soit le droit de l'amener chez du déchet inerte pas dangereux, soit chez du déchet dangereux. Donc après, il y a des plateformes un peu spécialisées. Mais pour finir de répondre, là, en général, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'en laisser le maximum sur place. Et il y a un certain nombre de normes qui disent qu'en dessous d'un certain seuil de pollution des terres, on va pouvoir la mettre sur place. Et par exemple, si on met un bitume ou un truc imperméable dessus, elle peut rester en dessous, parce qu'elle n'est pas dangereuse pour l'utilisateur au-dessus. Voilà. Mais donc c'est un site, par exemple, je pense, ça c'est une hypothèse un peu, mais que ça induit pas mal une minéralisation des paysages et une imperméabilisation des sols. Parce que là, les quantités sont, par exemple, sur cette ZAC, sont gigantesques. Et s'ils veulent tout amener dans un endroit ailleurs sécurisé, ça augmente le coût des opérations de 20 à 30%. Enfin, voilà. Donc c'est un vrai enjeu. Ouais. Voilà. C'est basé sur des normes sanitaires en général. Le choix. Une autre question. Ouais. Bah, c'est un projet qui est en cours, mais moi, par exemple, justement, je travaille un peu dedans et dessus, justement sur ces questions-là. C'est pour essayer de quantifier les flux que ça engendre. Donc déjà entre la zone d'extraction qui n'est jamais sur place, parce qu'une usine, on ne peut pas la déplacer tous les jours non plus. Donc il faudra toujours quand même ramener la matière à un certain endroit. Et après, on est dans un modèle économique où quand même, on
c'est la loi du marché. Donc en fait, il faudra vendre les matériaux à qui voudra bien les acheter. Et ces gens-là ne seront pas à la porte forcément à côté. Donc les matériaux vont se repromener un peu plus pour aller sur les lieux de construction. Voilà. Et après, le plus dur, en fait, le plus fin, ça serait de trancher entre ce processus un peu local, mais un peu compliqué quand même, parce que voilà, ça fait beaucoup d'allers-retours et des choses comme ça, et un processus tout simple où on va chercher donc du granulat très loin, on ramène une énorme péniche, on va dans une centrale à béton, on coule le béton et c'est fait. Et voilà. Donc pareil, au niveau CO2, on sait pas. Voilà. Donc c'est des questions de recherche. Voilà. Voilà. Est-ce qu'on peut différencier un peu plus les utilisations des extractions selon les types d'usages au sein d'une ville? Oui, bah en fait, en général, c'est assez simple, quoi. C'est-à-dire qu'on séparera le. Oui, ce qu'il y a, il y a bâtiment et travaux publics. Donc souvent, c'est une différence qui est faite dans les chiffres. Le bâtiment, bah, c'est les constructions, et les travaux publics, c'est justement les terrassements pour les routes, etc. Donc souvent, on peut, oui, on a des enfin, les valeurs sont coupées en deux. Ouais. C'est à peu près équivalent. Enfin, de mémoire, je dis ça. Les quantités de matière pour le bâtiment ne sont pas très éloignées de celles du travaux public. Ouais. Si on fait des comparaisons entre des grandes villes européennes, est-ce qu'on a à peu près les mêmes chiffres ou est-ce qu'il y a des grosses discordances selon les villes? Si on ramène à... En fait, si on ramène à part habitant, enfin, ça sort un peu je peux pas être formel là, mais ce qu'il faut voir, c'est que si on ramène à du par habitant, ça ramène à la quantité de logements qu'on construit. Donc, je pense que certaines villes doivent construire un essor démographique un peu plus gros que d'autres. Qu'est-ce que je vais dire de plus? Ça dépend aussi du type de logement. Est-ce qu'il y a des tours qui vont utiliser plus de matériaux que des immeubles? Mais après, ça ramène, voilà, ce que je veux dire, c'est que ça ramène à c'est plus une question d'architecte après. Parce qu'après, en gros, actuellement, les chiffres, il y a une étude qui a été faite, des gens qui ont étudié ça à Orléans pendant 3-4 ans, le BRGM. Voilà, ils ont regardé tout ce qui était construit, en quoi, comment et d'où venaient les matières. Bon. Et ils voient qu'actuellement, on construit justement à 90 à 95% en béton. Le poids d'un bâtiment, c'est que du béton, presque. Voilà. Il y a aussi de l'acier pour armer le béton, mais c'est voilà. Et si on ne construit qu'en béton, bah, c'est vrai après le modèle est simple. Voilà. Donc après, est-ce que les architectes sont capables de construire d'autres matériaux, en bois, en terre? Après, ça ramène vraiment à des questions économiques un peu complexes. Merci.